Brésil. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire Exportation et distribution au Brésil, stratégie gagnante, organisé par la Chambre de commerce France-Brésil. Je suis Corinne Fontenelle, la directrice nationale de la Chambre, basée à São Paulo, la capitale économique, comme vous devez le savoir. Le Brésil, c'est la 9e économie mondiale, le géant de l'Amérique du Sud et centrale, plus de 200 millions d'habitants, un pays qui s'étend sur une superficie de plus de 15 fois la France, une croissance du PIB proche des 3% l'an dernier et qui devrait tourner autour des 2,5% cette année. La Chambre de commerce France-Brésil, c'est la plus ancienne chambre bilatérale du Brésil, fondée en 1900. C'est donc une relation solide de très longue date sur le plan économique et qui s'est considérablement renforcée sur les derniers mois avec la visite d'État en mars du président Emmanuel Macron. À cette occasion, de nombreux accords ont été conclus, pour beaucoup en lien avec l'économie verte et le développement durable. Et le président français prévoit de revenir au Brésil pour le G20 à la fin de l'année et en 2025 pour la COP30 qui se tiendra à Belém, dans le nord du Brésil, en Amazonie. Sur la Chambre de commerce France-Brésil, aujourd'hui, elle compte 460 membres rattachés à l'un des 4 chapitres régionaux, dont São Paulo, le principal, avec 300 membres, mais aussi Rio de Janeiro, Belo Horizonte, la capitale de l'État du Minas Gerais, et Curitiba, la capitale du Paraná. Et nous avons ouvert l'an dernier une antenne à Fortaleza pour couvrir une partie du Nord-Est. Et nous prévoyons dans les prochains mois d'en ouvrir une seconde à Recife pour compléter cette couverture du nord-est du Brésil. La Chambre de commerce se distingue par 2 grandes bannières transversales, l'ESG et l'environnement en particulier, et la technologie et l'innovation. Sur la première bannière, nous avons renforcé très récemment notre positionnement en signant un accord avec la Fondation Amazonie Durable, Fundação Amazônia Sustentável, qui est la plus grande ONG du Brésil et en action en Amazonie, et avec l'objectif de mobiliser les entreprises dans les projets de conservation de la forêt amazonienne, qui permettra à nos membres de toute taille et tout secteur de se réunir pour participer à des projets concrets et à fort impact. Et sur la seconde bannière, à la technologie et l'innovation, nous avons conclu l'an dernier un partenariat avec la French Tech pour favoriser l'échange des connaissances et les opportunités entre l'écosystème des startups de la France et du Brésil. Et enfin, pour terminer, la Chambre connaît une activité soutenue depuis l'an dernier. Nous avons multiplié les événements avec plus de 160 événements sur tout le Brésil en 2023. Et nous avons renforcé nos équipes pour mieux répondre aux attentes des entreprises qui nous sollicitent de plus en plus, avec le Brésil qui est revenu sur le devant de la scène. Et nous efforçons de développer de nouveaux services d'accompagnement des entreprises françaises qui souhaitent s'implanter au Brésil. Sur cela, je passe la parole à notre conférencier, Cyprien Ophé, qui est membre de la Chambre et leader de la Commission de commerce extérieur, également CEO de Nova Trade Brésil, qui aide les entreprises à s'implanter et se développer au Brésil. Sur ce, Cyprien, je te passe la parole et un bon événement à tous. Merci Corinne, enchanté, très content d'être là aujourd'hui. Je remercie la Chambre pour cette occasion de pouvoir présenter et animer ce webinaire. L'idée est aujourd'hui de parler de l'exportation et de la distribution au Brésil, aborder les thèmes de l'importation, des impôts à l'importation et vous donner des conseils sur le développement et l'importation au Brésil avec les stratégies gagnantes. Le webinaire aujourd'hui fait partie de la commission du commerce extérieur dont je suis le vice-leader. Alors, je vous présente un sommaire rapidement de ce dont nous allons parler aujourd'hui.
Je vais me présenter, Cyprien, ainsi que Novatrade Brésil, ma société, et nous parlerons ensuite des différents points, modalités d'expansion au Brésil, différentes manières de se développer sur le Brésil et d'aborder le marché brésilien, le fonctionnement de l'importation au Brésil, la douane, le transport, les délais. Ensuite, nous partirons sur la partie des calculs des impôts à l'import, des impôts à la revente et l'impact de la fiscalité brésilienne en fonction des États dans lesquels on importe et on revend. J'essaierai de vous présenter des points pour optimiser la logistique au Brésil, l'utilisation d'entrepôts sous douane, de trading company, le régime de ex-tarifario. Ensuite, on parlera du réseau de distribution au Brésil en considérant la taille continentale du Brésil et l'impact que ça a pour la distribution au Brésil. Et enfin, je vous présenterai quelques success cases d'expansion de sociétés étrangères sur le Brésil via ma société Novatrade, puisque c'est celle que j'accompagne, pour essayer de donner quelques exemples de comment on peut s'y prendre pour se développer sur le Brésil. Je compte prendre à peu près 45 à 50 minutes de présentation. Ça pourrait être un petit peu plus, un petit peu moins. Et ensuite, on partira sur une session de questions-réponses. J'invite tout le monde à poser ses questions dans le chat de la conversation, de manière à ce qu'une fois arrivé en fin de présentation, on puisse prendre les questions une par une et y répondre. Alors, qui je suis? Bon, moi, je suis français, je suis formé en commerce international et je suis vice-coordinateur de la commission COMEX de la Chambre de commerce, fondateur et PDG de Novatrade. Je suis au Brésil depuis 16 ans, Novatrade a 12 ans aujourd'hui et on est spécialisé dans l'implantation et l'accélération de sociétés sur le marché brésilien. Depuis que j'ai commencé mon activité, j'ai participé à un petit peu plus de 300 projets de développement et d'implantation de sociétés étrangères sur le marché brésilien. J'étais très focalisé sur l'accompagnement de sociétés françaises au départ et aujourd'hui, ça s'est élargi sur Amérique du Nord et Europe, essentiellement plus UK. Alors Novatrade, on est un incubateur accélérateur pour des sociétés étrangères. C'est une plateforme d'importation et de distribution as a service. L'objectif est de pouvoir accompagner nos clients via un programme d'accélération. Nos clients sont des marques et des sociétés qui veulent se développer sur le Brésil et via notre plateforme d'importation et de distribution que l'on met à disposition, nos clients peuvent tester le marché sans ouvrir une filiale, se développer, se consolider de manière à pouvoir mettre un premier pied au Brésil sans nécessairement ouvrir une filiale. L'objectif est de prendre en charge l'ensemble du back-office pour pouvoir se focaliser sur le core business et gagner des parts de marché en ayant une attaque du marché brésilien relativement rapide, à coût réduit, avec une courbe d'apprentissage faible. Novatrade fait le lien entre une société française, étrangère, et un client brésilien et s'occupe de l'ensemble du back-office et des opérations de manière à ce que nos clients puissent se focaliser sur gagner des parts de marché et leur cœur de business et la prospection. Alors, partons désormais sur le webinaire en soi qui est parler de l'importation au Brésil, les taxes d'importation, la logistique et la distribution. Alors, un premier aperçu rapide sur le marché brésilien. C'est important de pouvoir recontextualiser. On est en phase de devenir au Brésil la 8e économie mondiale. Jusqu'en 2003, c'était la 9e économie mondiale. 220 millions d'habitants. On est dans une phase actuelle de transformation digitale et de grande modernisation des infrastructures, ce qui représente de très belles opportunités. Il y a un plan d'investissement de 100 millions de dollars qui a été mis en place pour moderniser et apporter de l'innovation dans les infrastructures de transport, mais aussi logistique. Donc, ça représente réellement de très, très belles opportunités pour des industries et des sociétés françaises. On est dans une démographie encore favorable au Brésil, même si on arrive en bout de courbe.
Alors, c'est le leader incontesté de l'Amérique du Sud, hein, le Brésil, 35% du PIB du LATAM. Euh, des investissements étrangers en croissance et aussi le leader des investissements étrangers. C'est une économie qui est supérieure à celle du Mexique, qui vient en deuxième position. Très intéressant de faire un focus sur São Paulo. São Paulo, c'est un des mastodontes mondiales. C'est 11 millions d'habitants, la ville en propre. La mégalopole de São Paulo fait un peu plus de 22 millions d'habitants. Et si on considère la mégalopole de São Paulo, on la situe dans le rang mondial en termes de 21e économie mondiale. Donc c'est impressionnant. Des secteurs porteurs au Brésil, très intéressant de, de les citer. Alors bon, alors, évidemment, la liste ici n'est pas exhaustive, mais j'ai essayé de centraliser les principaux points intéressants. Alors, comme je l'ai dit, infrastructure, assainissement, il y a des très, très belles opportunités. Dans le monde des énergies également, agrobusiness, le Brésil est le grenier du monde et il y a de très belles opportunités dans le monde agro, puisque au Brésil, on est sur de l'industrie et de l'agriculture assez technologique. Et donc, du coup, c'est vraiment pour la France, qui est un pays agricole également, il y a de belles opportunités de business, que ce soit dans les fertilisants verts, que ce soit dans les équipements participer au développement de l'agriculture au Brésil. Santé, cosmétique. Alors, santé, c'est un marché à deux vitesses. Il y a la santé publique et la santé privée. La santé privée au Brésil, les hôpitaux sont très high-tech et il y a de très belles opportunités pour les sociétés françaises et également dans tout ce qui est medtech et health tech. São Paulo, c'est une place de marché importante au niveau des fintech, technologies financières, de la blockchain. C'est une place où il y a un très bon niveau de développeurs et c'est un écosystème aujourd'hui qui est considéré dans le top 5 mondial au niveau des places de fintech. Alors, la taille continentale du Brésil, hyper important d'appréhender le Brésil comme un continent et pas forcément comme un pays. En fait, on a plusieurs pays dans le Brésil. On peut voir ici, je me suis amusé à mettre des drapeaux dans la carte du Brésil de manière à pouvoir mettre en évidence la taille du Brésil par rapport à la France, qui fait la taille de l'État de Bahia, que l'on voit sur la carte, le UK, qui fait la taille de l'État de Sao Paulo, la Suisse fait la taille de l'État de Espírito Santo. Et donc, on se rend compte qu'en réalité, on ne parle pas d'un Brésil, mais de plusieurs pays dans le Brésil. Et donc, ça a vraiment des conséquences en termes d'appréhension et d'approche du marché brésilien. Peu d'entreprises sont capables, avec une seule implantation, de couvrir l'ensemble du pays. Très important aussi de considérer qu'on parle portugais au Brésil. C'est un pays relativement hermétique par rapport aux autres pays d'Amérique du Sud. Pourquoi? Bah, parce qu'il est tellement grand, avec 220 millions d'habitants, et tellement riche culturellement qu'il se suffit à lui-même. Et donc, très souvent, on peut attaquer l'Amérique du Sud et le Brésil peut être considéré un peu comme une île mis à côté de par sa taille, en réalité, hein. Alors, très important de considérer le Brésil. Ça, c'est une des difficultés du pays. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, ça se surpasse, mais c'est à considérer. Le pays est complexe en termes fiscaux. Et il y a le fameux coût Brésil dont on parle. Alors, qu'est-ce que c'est que ce coût Brésil? C'est qu'en réalité, comme la complexité fiscale est élevée au Brésil, eh bien, on a besoin d'avoir un certain nombre d'employés et de prestataires, même en étant local. On s'entoure avec beaucoup de spécialistes et d'experts pour pouvoir répondre à la demande fiscale du Brésil. La Banque mondiale a fait une étude qui est assez intéressante. Il compare toujours, tous les ans, une même taille de société, le même nombre d'employés, même chiffre d'affaires, même secteur d'activité, et il compare cette société dans différents pays du monde. Euh, Rapidité de mise en place, rapidité de développement. Et donc, quand on parle de la conformité fiscale, c'est-à-dire le temps que l'on passe à traiter ses impôts,
Alors, la France, qui est un pays déjà bureaucratique, on est à 280 heures par an pour ce type de société comparé par la Banque mondiale. Et ben, le Brésil, on est à 2600 heures. Donc, ça met en évidence la lourdeur d'être en conformité. Et donc, la conséquence, c'est que c'est un coût Brésil, c'est qu'on a besoin de plus d'employés pour être aux normes et être compliant. Il faut le savoir, ça fait partie du PNL, ça fait partie du business plan, et qu'on le sait, on sait qu'il faut s'entourer au Brésil pour que ça marche. Et voilà. Alors, les différentes modalités d'expansion au Brésil. Évidemment, en fonction de qui on est, quelle société on est, dans quel secteur d'activité on évolue, la taille de sa société, la santé financière et l'appétit que l'on a pour aller à l'international, on ne va pas aborder le marché de la même manière. Et donc, j'ai essayé de balayer les différentes manières d'approcher le marché brésilien, qui est assez classique, hein, et ça fonctionne à peu près de la même manière dans le reste du monde, mais on va voir un petit peu les plus et les moins, avantages et inconvénients de chacune des modalités quand on parle du Brésil. Alors, la première modalité, c'est l'exportation directe. On essaye de trouver un client utilisateur final ou un gros groupe industriel ou agro qui va importer directement ses produits ou ses équipements, ses machines, ou alors la grande distribution, on arrive à faire une vente en direct. Alors, la grande distrib aujourd'hui au Brésil, hein, est dominée par Carrefour et Pão de Açúcar, deux très gros groupes français, ou en tout cas avec capital français majoritaire. Mais donc, l'exportation directe est très intéressante, hein, parce que bah, ça permet d'avoir des marges plus élevées, parce qu'on est en direct, assez peu d'investissement finalement. On peut adapter en plus de ça ses produits, parce que généralement, c'est des grosses quantités, containers, on parle de containers complets. Donc ça, c'est les avantages. Par contre, bah, c'est assez difficile à mettre en place, parfois même impossible dans certains domaines. Si on n'est pas local, on n'y arrivera pas. Donc voilà, c'est pour certains secteurs d'activité, ça peut être intéressant. Un autre inconvénient, et qui est un risque en réalité, c'est qu'on n'a pas vraiment de présence locale. Donc, on peut se faire détrôner par quelqu'un d'autre. Il peut y avoir une fluctuation du marché ou simplement avoir une alternative locale à un produit que l'on propose et se faire évincer. Un autre inconvénient, et qui n'est pas des moindres, hein, c'est qu'en réalité, au Brésil, pour importer, il faut avoir un permis d'importer. Ce n'est pas n'importe quelle société qui a un permis d'importer. On va en parler un peu plus tard dans la présentation. Et de ce fait-là, on se retrouve face à une situation où on n'est pas capable de vendre à tout le monde, puisque certains potentiels clients n'ont pas de permis d'importer, donc ne pourront pas importer en direct. Alors dans ces cas-là, on essaie de trouver un intermédiaire qu'on appelle un importer of record, qui est une société intermédiaire qui possède un permis d'importer, qui va importer pour son compte et revendre. On n'est plus vraiment dans l'importation directe ou l'exportation directe. Alors ça, c'est toujours le schéma idéal pour beaucoup de sociétés qui ne souhaitent pas nécessairement ouvrir des filiales aux quatre coins du monde, mais qui veulent se développer à l'international via des distributeurs. Scénario parfait. Donc ça a pas mal d'avantages. Évidemment, on bénéficie d'un réseau de distribution, d'une équipe de vente, de sous-distributeurs et un réseau logistique déjà mis en place. Des investissements relativement faibles, puisque bah, c'est l'importateur qui va assumer l'achat du stock. Éventuellement, il va vous demander une participation en marketing. Et ça, au Brésil, c'est de plus en plus courant, je vais vous l'expliquer. Ça permet généralement de partir sur des volumes de vente qui sont relativement intéressants dès le départ, parce que bah, l'importateur va faire un pari sur la marque et puis elle va investir sur un premier stock initial. Donc c'est intéressant. Les inconvénients ou les difficultés, bon, bah, c'est toujours difficile de trouver un bon distributeur, hein. Il faut le trouver. Au Brésil, c'est d'autant plus difficile que, comme le coût Brésil est important, peut-être que certains d'entre vous le savent déjà, d'autres ne le savent pas, ils vont le découvrir lors de cette présentation, les impôts au Brésil sont très impactants. Donc le coût rendu de son produit au final est très élevé au Brésil par rapport à d'autres pays du monde, de par la charge des impôts et la fiscalité brésilienne. Du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un importateur, quand il va se lancer sur une nouvelle marque, eh ben, en fait, il va se lancer sur une marque où il va payer, les produits vont être vendus relativement cher, il va falloir investir. Et donc, aujourd'hui, les importateurs-distributeurs au Brésil
pensent à deux fois avant de partir sur la distribution d'une nouvelle marque. Ils vont demander beaucoup d'investissement en marketing et en développement commercial. Donc, c'est pour ça que trouver un bon distributeur, ce n'est pas toujours si facile que ça. Il va falloir faire une concession un peu sur ses marges, puisque, bah, évidemment, le distributeur va prendre une partie de la marge au passage, et ce qui est tout à fait logique. Donc, on va travailler avec des marges plus réduites. Un autre inconvénient, c'est qu'on perd évidemment le contrôle un petit peu sur l'image de marque, sur la façon dont la communication va être faite, sur le marketing. Donc, il faut le savoir, et ça, c'est inhérent au modèle d'importation-distribution. Et il y a un risque de dépendance à cet importateur-distributeur qui, derrière, fait que c'est difficile de reprendre le contrôle, d'autant plus quand on a des produits qui doivent être enregistrés. Donc, on parle de produits de santé, produits alimentaires, c'est d'autant plus difficile de se défaire derrière de distributeurs. Et le grand risque, et ça on va en reparler derrière, c'est d'avoir une stagnation des ventes. Donc une erreur à ne pas faire, ce serait de fermer une exclusivité avec un distributeur qui est basé à Sao Paulo pour l'ensemble du Brésil. Éventuellement lui donner une exclusivité sur São Paulo ou sur la ville de São Paulo, c'est déjà énorme. Mais pas au niveau national, puisque en fin de compte, il y a d'autres pays dans le Brésil qui pourraient être travaillés par d'autres importateurs-distributeurs. Une autre option, c'est l'ouverture d'une filiale. Alors, l'ouverture d'une filiale, évidemment, c'est toujours un gros pas de se dire qu'on se développe au Brésil. On va avoir une filiale, donc il faut bien y réfléchir. Mais c'est intéressant parce que ça permet d'avoir un contrôle sur ses opérations, ça c'est sûr, et donc surtout sur son marketing, sa communication, l'image de marque. Et donc, ça permet d'avoir des investissements qui sont pensés à long terme, et donc réellement d'avoir une vraie présence locale au Brésil. Très intéressant, évidemment, ça coûte un peu plus cher. Et donc ça, c'est un des inconvénients, c'est que, bah, évidemment, le Brésil, il y a un coût. Bon, premièrement, c'est un peu long de mettre en place une société et d'être opérationnel, plus long qu'ailleurs. Donc, sauf qu'on va engager des frais dès le départ. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'il faut savoir, c'est qu'ouvrir une filiale, dès le départ, on engage des frais et on n'est pas toujours opérationnel très rapidement. Et donc, les mois passent, les mois passent, les mois passent, et on engage des frais, des frais, des frais. Donc, il faut bien le savoir et avoir un PNL où on est capable d'avoir un peu d'un investissement au départ pour ça. Par contre, vraiment, encore une fois, l'avantage de l'ouverture d'une filiale, c'est que on construit une base solide pour le futur. Due diligence, très important, ouvrir une filiale, il faut faire une due diligence vraiment bien faite. Pourquoi? Parce que au Brésil, étant donné qu'on est dans un système où il y a une complexité fiscale assez grande, eh bien en fait, la due diligence, elle va être un petit peu plus poussée qu'ailleurs, puisque c'est plus facile de cacher des casseroles dans un contexte de complexité fiscale plus gros. Du coup, il faut vraiment s'attarder, faire une due diligence bien faite en profondeur pour être certain que la société que l'on acquiert soit clean, ou au moins être conscient des casseroles. J'utilise ce terme entre parenthèses. Ah, pardon, j'ai fait un saut. Je partais directement sur la prochaine slide qui était le rachat d'une société existante au Brésil. Donc là, je parlais de le rachat d'une société au Brésil en parlant de la due diligence requise. Alors, le rachat d'une société, c'est intéressant parce qu'on accède au marché. On a un réseau déjà établi, une connaissance du marché local très intéressant. Ça permet de gagner du temps, d'aller plus vite. Mais l'inconvénient est justement ça va coûter plus cher, évidemment. Il y a un risque d'intégration où, entre guillemets, on peut passer du temps pour intégrer les comptes de la société et avoir une visibilité financière de la société que l'on rachète. Ça peut mettre un petit peu de temps à mettre en place. Et j'arrive finalement sur le point dont je parlais, qui est de la due diligence dans le cas d'un rachat de société. Très important de bien s'attarder sur une due deal bien faite. Donc ça, c'est les différentes manières de pouvoir appréhender le marché
brésilien, on exporte en direct, on trouve un importateur distributeur et on s'appuie sur lui pour se développer sur le marché. On ouvre une filiale, on rachète une société au Brésil. Quelques conseils que je donnerais d'avant, en tout cas si on part sur la partie filiale ou distributeur ou rachat de société, ce serait de bien préparer son approche Brésil et de ne pas lésiner des études d'accès au marché, benchmarking, analyse de la concurrence, pricing, positionnement, prix de son produit. Ça, c'est très important. Le commerce pourra vraiment vous aider sur ce genre de demande. Et go-to-market, c'est-à-dire quelle est la stratégie d'approche en fonction de l'écosystème de son concurrent, de son positionnement prix, si on veut travailler en direct, si on veut travailler via un importateur qui va revendre, ou un importateur qui va importer, revendre à un distributeur local ou régional qui va revendre derrière au client final, il y a une cascade d'intermédiaires et c'est nécessaire vu la taille continentale du pays. Donc, il faut vraiment bien aborder la stratégie d'attaque du marché brésilien avant de s'y mettre. Parce que sinon, on peut s'en mordre les doigts et ça, on le voit assez souvent, des sociétés qui coupent un petit peu ces étapes d'études préliminaires, commencent directement sur une opportunité commerciale et au bout de 2-3 ans, se rendent compte qu'en fait, je ne vends pas assez cher, j'aurais pu vendre un peu plus cher ou là, je suis en train de vendre via cet importateur, mais en réalité, j'aurais pu travailler avec d'autres importateurs que je n'ai pas identifiés à l'époque, mais qui en fait sont un peu plus cohérents par rapport à ma marque et par rapport à ma stratégie de pénétration du marché. Donc, vraiment important de prendre le temps de faire une étude. Quand on parle d'un continent comme le Brésil, 9e économie mondiale, c'est pas un petit pays, un petit marché. Et très souvent, je le conseille, utiliser l'envoi de VIE ou utiliser l'employer of record. Le concept d'employer of record est de mettre des employés brésiliens, structures locales, qui seront vos employés à vous, mais hébergés chez une société, dans une société brésilienne. Donc, pas besoin d'avoir une filiale pour ça. Et ça permet de travailler le développement commercial. Ou alors, trouver des agents de représentants. Ce que je veux dire par là, c'est peut-être essayer d'engranger un peu de connaissances marché avant d'engager trop de frais. Peut-être ces personnes pourront également aider à participer aux études de market access, de go-to-market, commencer à essayer de générer un peu d'opportunités commerciales, engranger quelques ventes et derrière partir sur, OK, maintenant on va travailler avec cet importateur-distributeur, on va ouvrir une filiale, mais parce que l'on a déjà passé 6 mois, 1 an à travailler un peu le marché. Bon, ça c'est une approche personnelle, très pragmatique, qui est essayons de générer des opportunités, faire du business, et derrière, on formalise l'approche. Importation de marchandises au Brésil. Donc, on va parler désormais de plusieurs points qui sont très spécifiques au Brésil. Le permis d'importer brésilien, qui s'appelle radar. On va parler des codes douaniers, que au Brésil on appelle NCM, pour nomenclature commune du Mercosul. Donc c'est l'équivalent du code douanier ou du code HS, pour ceux qui connaissent. On va parler des enregistrements de produits et des licences d'importation. Certains secteurs d'activité, les produits doivent être enregistrés au Brésil avant de pouvoir être importés. À chaque importation, on a besoin d'une licence. On va aborder la vérification documentaire lorsque l'on exporte des marchandises vers le Brésil et ensuite des délais d'importation, de la logistique et du dédouanement. Alors, le permis d'importer, c'est un point assez important. Au Brésil, on a besoin d'obtenir un permis d'importer que l'on appelle le radar pour être capable d'importer. Donc, une société brésilienne qui doit importer, c'est un peu différent de l'Europe ou la France. On doit obtenir un numéro EORI, on remplit un formulaire CERFA, on l'envoie et on obtient un numéro EORI avec un code de TVA intracommunautaire. C'est assez facile en Europe et rapide.
Au Brésil, c'est plus complexe, c'est plus long. Et donc, ce n'est pas n'importe qui peut être importateur, obtenir un radar. Donc, un conseil, si vous participez à des salons, si vous discutez avec des Brésiliens, dès le départ, important de savoir, est-ce que vous avez un radar? Est-ce que vous avez un permis d'importer? Si la réponse est non, bah, la discussion, il y a deux choix. Ou la société dit non, moi, je ne veux pas de permis d'importer, c'est trop compliqué. Il faut que vous trouviez un intermédiaire, un importeur of record qui va faire l'importation pour que moi, je puisse acheter vos produits. Ou alors, la personne avec qui vous discutez vous dit, ah oui, non, je n'ai pas de radar, mais je peux en obtenir un, ça m'intéresse, vos produits m'intéressent, je peux obtenir un radar. Mais ça, c'est un point vraiment important à savoir, puisque j'ai vu des sociétés aller très, 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 très loin, commencer à communiquer des prix, et derrière se rendre compte qu'en fait, l'interlocuteur brésilien n'a pas de radar. Et il n'a pas de permis d'importer. Et donc, en fait, l'importation ne peut pas se faire. Donc, c'est un point vraiment important à demander, un réflexe à avoir quand on discute avec des potentiels partenaires ou un client finaux importateur oui, client finaux importateur ou distributeur brésilien, notamment sur des salons. Alors, il y a trois types de radars qui vont par catégorie. On commence par le radar express. Ensuite, on va sur le radar limité. Alors, le radar express limite la société importatrice à 50 000 $ d'importation par semestre. Le radar limité est limité à 150 000 $ d'import par semestre. Et le radar illimité n'a pas de limite comme son nom l'indique. Alors le terme commun, hein, c'est radar, permis d'importer, et le terme plus technique, c'est Syscomex, c'est une habilitation au Syscomex. Et le Syscomex, c'est le système du commerce extérieur du Brésil. J'ai fait un print de l'écran principal auquel on a accès une fois que l'on obtient son radar. Voilà. Deuxième point, c'est la classification douanière NCM, que l'on appelle HS code dans le reste du monde. Alors, les quatre premiers chiffres hein, sont très similaires aux quatre premiers chiffres que l'on utilise dans le code HS dans le reste du monde. Et ensuite, les quatre chiffres suivants varient de manière assez conséquente sur la zone Mercosur. Donc, il est primordial, alors ça c'est plus un travail de l'importateur, mais il faut savoir qu'il va vous demander, l'importateur, ah, quel est votre code NCM? Vous allez lui dire, non, écoutez, moi je n'ai pas de code NCM au Brésil, en France, j'ai un code HS. Voilà mon code HS. Il va falloir que vous traduisez ça en code NCM. Donc c'est un travail à faire. Parfois, conjointement, importateur-exportateur discutent ensemble. Parfois, c'est que l'importateur qui le fait. Mais il y a ce travail de passer du code HS au code NCM. Il faut analyser le produit, la fiche technique, comprendre comment le produit s'utilise pour pouvoir arriver à une classification finale. Donc, il ne faut pas être surpris si à un moment donné, un importateur avec lequel vous allez travailler au Brésil vous demande sur la facture, la commercial invoice, d'informer un code NCM et de ne pas informer un code HS. Voilà, il ne faut pas être surpris, c'est parce que les douanes brésiliennes l'exigent. Et de la même façon, on peut vous demander des infos très précises sur le produit, c'est parce qu'il en a besoin pour faire la classification de son code NCM. Et alors, le code NCM, il est important parce qu'il détermine les impôts qui vont être appliqués sur le produit à l'importation, mais il détermine également les impôts qui vont être appliqués sur le produit à la revente au sein du Brésil. Donc, au Brésil, on utilise le code NCM non pas seulement pour des produits importés, mais pour n'importe quel type de produit. Une industrie brésilienne qui fabrique des produits et les revend au Brésil va devoir déterminer le code NCM de chacun de ces produits. Et sur toutes les factures que l'on appelle nota fiscale au Brésil, on met le code NCM, il est informé. Donc c'est un code qui est très très important dans le contexte fiscal brésilien. Enregistrement licence, alors comme c'est le cas dans d'autres pays du monde, on doit enregistrer ses produits. Quand on parle de produits de santé, cosmétiques, hospitaliers, on doit enregistrer ses produits auprès de l'Agence nationale de vigilance sanitaire, qu'on appelle l'ANVISA, qui est l'équivalent
le ministère de la Santé en Europe ou le FDA aux États-Unis. Donc, on doit enregistrer ces produits à l'Anvisa et derrière, l'importateur doit également être accrédité et enregistré auprès de cette agence pour pouvoir être autorisé à importer des produits Anvisa. C'est le même concept pour le MAPA. Alors, le MAPA, c'est tout ce qui est boisson, produits à base animale, alimentaire à base animale, tout ce qui est fertilisant, produits liés à l'agriculture, enregistré auprès du MAPA. Donc, c'est de la même façon, la société importatrice brésilienne doit être enregistrée auprès du MAPA et les produits eux-mêmes doivent être enregistrés auprès du MAPA. Alors ça varie beaucoup en fonction du type de produit. Les délais peuvent être de quelques semaines pour enregistrer, notifier un produit, à un dossier un peu plus long qui peut aller jusqu'à 1 an pour enregistrer un produit auprès de l'Anvisa ou du MAPA. Donc en fonction de la complexité du produit, le délai est plus ou moins long. Il y a d'autres agences et instituts qui exigent l'enregistrement des produits. Alors, on parle de l'Anatel, quand ce sont des produits de télécommunication. On parle de l'Inmetro, quand ce sont des produits électriques et électroniques qui ont une application dans le domaine industriel. Même si l'Inmetro, c'est l'Institut de météorologie, en réalité, ils ont pris une couverture un peu plus grande que juste le domaine de la météorologie. Et c'est vraiment pour tous les équipements électroniques et les jouets également. Vérification documentaire pointilleuse. Pointilleuse. Pourquoi? Parce qu'au Brésil, les douanes sont plus pointilleuses qu'ailleurs, il faut le savoir. Et donc, ce qui se passe, c'est que votre importateur brésilien va vous demander d'inclure des informations sur la facture commerciale, la commercial invoice, sur le packing list, des informations que vous n'avez pas mis ailleurs. Vous allez avoir l'impression qu'il est bureaucratique à souhait. Et ça, c'est une réalité, pas parce que ce n'est pas votre interlocuteur importateur brésilien qui est bureaucratique, c'est que les douanes sont très pointilleuses. Et si on ne respecte pas sur les documents les exigences des douanes, on a des amendes où les produits peuvent être bloqués en douane parce qu'on n'a pas mis l'équivalent, le numéro SIRET de l'importateur sur l'invoice, qui au Brésil s'appelle CNPJ, parce qu'on n'a pas mis l'adresse complète, parce qu'on a une divergence de points entre l'invoice et la packing list, parce que les coordonnées bancaires de l'exportateur ne sont pas sur la commercial invoice, parce que l'incoterm n'a pas bien été mentionné. Donc, ce sont plein de détails. Les numéros de lot, quand on a des produits qui sont soumis à l'Anvisa, au MAPA, on doit avoir le numéro de lot, le numéro de série, bien informé. Donc, ce sont des informations exigées par les douanes qui doivent absolument apparaître sur les documents d'importation, sur la facture commerciale et la packing list, liste de polisage. Et si elles n'y sont pas, eh bien, l'importateur va être pénalisé. Donc, ce n'est pas votre importateur qui est en kikinant, c'est votre importateur qui est professionnel en réalité. Et donc, il faut le considérer comme celui-là. Mais on a l'habitude d'entendre ah, on ne nous a jamais demandé ça, c'est le seul pays au monde où on nous demande ça. Qu'est-ce que c'est long, time consuming, le Brésil? Oui, c'est vrai, mais une fois qu'on l'a fait, qu'on l'a appris sur la première, la deuxième et la troisième importation, eh bien derrière, on a compris comment ça fonctionne, on le fait et ça marche. Mais c'est vraiment un point important. Logistique internationale. Alors, le Brésil est loin, quand même, hein, de la France, quand on parle de la France. Hein, en bateau, on est à 15, aujourd'hui 15, 17, 18 jours, en fonction du port de destination et du port de sortie français. En aérien, c'est 1 à 3 jours. Et derrière, c'est surtout le dédouanement qui est long au Brésil. Alors, au Brésil, le dédouanement, malheureusement, n'est pas encore aussi moderne que ce qu'il est en Europe. En Europe, on peut commencer son dédouanement avant même que le navire soit arrivé au port. Et en fait, on peut avoir sa marchandise libérée en 2 jours, 3 jours, même parfois 1 jour
marchandises libérées. Au Brésil, c'est plus long que ça. En maritime, ça peut mettre une semaine, 2 semaines, c'est pas étonnant. Ça peut mettre 3 semaines. C'est pas, c'est pas étonnant, il faut le savoir. Pareil pour de l'aérien. Alors, j'ai mis des délais ici de 2 à 20 jours parce que ça peut être relativement rapide, mais ça peut être long et généralement c'est un peu long. Et donc, il faut le savoir. Donc, on a un délai total qui est long entre le moment où le Brésilien fait sa commande, ou votre filiale brésilienne fait sa commande, votre importateur fait sa commande, et le moment où il va recevoir les produits réellement pour pouvoir les mettre en commercialisation, eh ben, on a un délai de 2 mois, parfois 3 mois. Il faut vraiment le savoir. Alors, ça, c'est du maritime. En aérien, évidemment, c'est un peu plus rapide. Et alors, pourquoi le dédouanement est long? Parce qu'il existe au Brésil encore des canaux de dédouanement qu'on appelle canal vert, jaune, rouge et de temps en temps gris. Alors, le canal gris, il est un peu à part, c'est quand les douanes ont un doute sur la valeur des produits. Quand, en gros, les douanes pensent qu'il y a une sous-déclaration des produits. Euh, au Brésil, les douanes ont un système informatique extrêmement puissant. Et on est un peu dans 1984. C'est-à-dire que l'ensemble des informations de l'importation, invoice, packing list, toutes ces informations sont transcrites derrière sur le système Syscomex, dont je parlais plus tôt, sont passées sur le système des douanes. De la même façon, votre transitaire, que ce soit de l'aérien ou du maritime, les informations du Bill of Lading, les informations du Airway Bill, tout est mis sur le système des douanes. Et derrière le système des douanes, ont un système informatique avec une intelligence artificielle qui automatiquement va définir le canal de dédouanement des produits. Et s'il y a une alerte à ce type de code douanier, NCM, historiquement au Brésil, ça vaut ce prix-là. Et là, cet importateur est en train de déclarer 10 fois moins. Là, il y a un doute. Canal gris. On va demander à l'importateur de venir vérifier pourquoi vous avez déclaré 10 fois moins. Si on arrive à fournir une information disant que c'est vraiment 10 fois moins cher parce que telle ou telle raison, très bien. Si on a essayé de faire les malins en sous-déclarant, eh bien, on peut se prendre une amende. Donc, c'est pour ça que sous-déclarer ses produits sur le Brésil, il faut faire attention. Il y a d'autres pays dans le monde, on sait que ça existe, mais il faut le faire de manière contrôlée et raisonnable. Ensuite, les autres canaux de dédouanement, c'est aléatoire via le système informatique, canal vert, jaune, rouge. Canal vert, on a de la chance, et c'est quand même 90% des canaux, hein, c'est vert, 90 à 92%. Libération automatique. Canal jaune, on a une vérification documentaire, invoice, packing list, airway bill, bill of lading, on va tout comparer. OK. Canal rouge, vérification documentaire plus conférence physique par un douanier. Donc c'est pour ça que le développement peut être long. Un conseil, un conseil que je donne aux importateurs, donc ou vos partenaires ou votre filiale un jour peut-être, ce serait s'il y a un produit qui est soumis à un enregistrement, donc licence d'importation en visa, licence d'importation auprès du MAPA, parce que c'est un produit contrôlé, enregistré, ou alors si on fait une importation temporaire pour un salon, une importation temporaire pour une utilisation économique ou pour un roadshow, eh bien dans ce cas, faire un dédouanement dans un entrepôt sous douane qu'on appelle port sec, bandit warehouse. L'entrepôt sous douane, j'y reviendrai un petit peu plus tard dans cette présentation. L'entrepôt sous douane, l'objectif, comment ça fonctionne? La marchandise arrive au port ou à l'aéroport, on transfère tout de suite la marchandise dans l'entrepôt sous douane et le dédouanement est réalisé dans l'entrepôt sous douane. Pourquoi ce conseil-là? C'est parce que l'entrepôt sous douane a un nombre de mètres carrés limité, donc, et il n'y a qu'un seul fiscal, douanier, qui s'occupe de ces entrepôts sous douane, et donc il a un nombre limité de marchandises, fatalement, qui sont dans l'entrepôt sous douane, et donc c'est plus rapide, puisqu'il a plus de temps par rapport à un nombre énorme de marchandises qu'il y a au port, aux aéroports, avec un nombre limité de douaniers. Deuxième gros avantage, on a un seul douanier dans l'entrepôt sous douane, et donc quand on fait des importations régulières, notamment un peu délicates, quand on a une licence d'importation, eh bien, on a toujours le même douanier qui va s'occuper de la même société d'importation qui va importer le produit et le dédouaner, importer le produit et le dédouaner. Donc le douanier s'habitue et connaît le contexte de cette société, les produits, et donc on a moins de chances d'avoir une difficulté
au niveau de la douane. La douane brésilienne, malheureusement, est encore bureaucratique et longue par rapport à ce qu'était par rapport à l'Europe. Donc, on peut se retrouver à 15-20 ans en arrière par rapport à la situation des douanes en Europe, comme elle était il y a 15-20 ans. C'est à peu près aujourd'hui comment ça fonctionne au Brésil. Même si c'est vraiment en train de se moderniser, donc de plus en plus, ça s'améliore. Corruption, il n'y a pas tant de corruption que ça. Honnêtement, ça c'est aujourd'hui pratiquement plus de corruption. Euh, les importateurs s'amusent encore à parler de corruption en disant que moi je sais comment faire pour dédouaner comme ci comme ça. Au final, en réalité, on n'est plus du tout, c'est plus du tout corrompu comme ça pouvait l'être vraiment au Brésil il y a 15 ans ou il y a 10 ans. Donc réellement aujourd'hui, il y a très peu de cas de corruption. C'est juste un système bureaucratique et encore par essence, on va dire, au niveau des étapes de dédouanement, des contrôles et la manière dont c'est fait. Mais c'est plutôt une lourdeur bureaucratique plutôt qu'une lourdeur due à la corruption. OK. Impôts et taxes au Brésil à l'importation et à la revente. Alors, on va aborder les impôts et les taxes qui se payent lorsque l'on importe une marchandise. Et derrière, je parlerai succinctement des impôts qu'un importateur va payer lorsqu'il va revendre des produits importés. Alors, les impôts à l'importation, ça peut faire peur, il y en a 5, oui, mais donc les 5 impôts, le II, la taxe d'importation, il dépend du code NCM, du code HS code, hein, donc le pourcentage d'impôt va dépendre du code NCM. Le IPI, taxe sur les produits industrialisés, pareil, hein, le pourcentage dépend du code NCM. Ensuite, on a deux charges sociales, PIS et COFINS, dont les taux sont fixes. Et on a enfin l'ICMS, qui lui est très souvent comparé un peu à la TVA, même s'il se comporte un petit peu différemment. Il dépend de l'État. Alors, je rassure tout le monde, on a 5 impôts, on se dit waouh, c'est énorme. Alors oui, effectivement, c'est énorme, d'autant plus qu'ils se calculent en cascade à l'importation. Mais il faut savoir que de ces 5 impôts, 4 impôts, IPI, PIS, COFINS et ICMS, sont des impôts nationaux qui ne sont pas que sur l'importation. Ce sont des impôts qui s'appliquent également sur n'importe quelle transaction d'achat-revente au Brésil. Donc le seul et unique impôt qui va vraiment avoir lieu à l'importation, c'est le II, c'est l'impôt d'importation. Donc un importateur, en réalité, le seul impôt supplémentaire qu'il va payer quand il va acheter un produit qui vient de l'étranger, c'est le II, plus évidemment les coûts logistiques, évidemment. Alors, comment calculer les taxes d'importation au Brésil? Ça se calcule en cascade. Alors, c'est un calcul que je vous ai mis, relativement simple en réalité, quand on l'a écrit devant soi, et il se calcule en cascade, ce qui fait qu'il y a un effet cascade. Donc, par exemple, prenons le II. Bon, la base initiale, c'est la valeur CIF, hein, l'incoterme CIF, Cost, Insurance and Freight. OK. Et donc, le II, qui est le premier impôt, ben, il se calcule évidemment sur le CIF. Et le deuxième impôt, qui est le IPI, eh bien, en fait, il se calcule sur les CIF plus l'impôt II que l'on vient de calculer. Donc, on a un calcul en cascade. Le PIS et le COFINS se calculent sur la valeur CIF. Celui qui fait mal, c'est l'ICMS, puisque lui, il se calcule sur tous les impôts précédents et on rajoute à lui-même son propre montant. Donc, dans son assiette de calcul, on rajoute le propre ICMS. C'est pour ça qu'ici, on a une division. On prend l'assiette de calcul initiale et on fait 100 moins le pourcentage d'ICMS, ce qui en fait augmente l'assiette de calcul que l'on multiplie derrière par le taux d'ICMS. Bon, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est comme ça. Et au final, ça se calcule relativement facilement. Mais du coup, c'est pour ça qu'on arrive à un landed cost au Brésil qui est assez impressionnant. Il ne suffit pas de prendre les différents pourcentages et les sommer les uns aux autres, mais il faut faire ce calcul en cascade, puisqu'on paye de l'impôt sur de l'impôt. Mais
attention, très important, de nouveau, tous les impôts IPI, PIS, COFINS, ICMS sont des impôts qui sont également appliqués sur le marché national et qui se comparent et qui fonctionnent avec un système de crédit-débit de la même manière qu'on a un crédit-débit de TVA en Europe. Exemple, on importe en Europe, on a de la TVA à l'import, on revend son produit, on a de la TVA à la revente. Et évidemment, on ne va pas faire la somme de la TVA à l'achat ou à l'import plus la TVA à la revente. On va avoir un système de crédit-débit de manière à, lorsque l'on paye la TVA à la revente, pouvoir se créditer du montant de TVA que l'on a eu lors de l'achat ou de l'importation. On fait une balance de crédit-débit. C'est le même concept au Brésil sur le IPI, PIS, COFINS, ICMS. Donc une société nationale qui achète un produit à un fournisseur, une industrie nationale brésilienne, il va payer du IPI, PIS, COFINS, ICMS quand il achète un produit. Un importateur brésilien qui va acheter un produit, non plus un fabricant national, mais un exportateur qui va acheter un produit importé, eh ben, il va payer IPI, PIS, COFINS, ICMS au moment de l'importation. Il va avoir un crédit et utiliser ce crédit derrière à la revente. Donc ça, c'est un point hyper important de conceptuel qu'il faut bien comprendre sur les impôts au Brésil. La seule grande différence, mais qui est assez impactante en termes de BFR, en termes de cash flow, de besoin de trésorerie, c'est que tous ces impôts, eh bien, on doit les payer. Ils sortent du compte bancaire de l'importateur et il y a un débours. C'est-à-dire que l'argent, en termes de trésor, elle sort de la société. Et donc, OK, on a un crédit, mais c'est de l'argent qui a été sorti de notre comptabilité. Et derrière, on va le récupérer sous forme de crédit, mais on aura déjà déboursé ce montant. Alors qu'en Europe, toutes les transactions entre sociétés se font hors taxe. Donc, on a un crédit débit fictif de TVA et en fin d'année, on vient payer son montant de TVA sur l'ensemble des transactions. Au Brésil, il y a un débours de cash flow, enfin de cash, l'argent sort du compte bancaire. Donc, en termes de trésor, c'est super impactant. Donc, il faut le savoir. Une parenthèse rapide sur les impôts à l'importation de services. Donc, un importateur brésilien, enfin une société brésilienne qui va importer du service de l'étranger, va payer des impôts. Et c'est assez impactant, c'est pas rien du tout. On est à peu près aux alentours de 34%. Pareil, un Brésilien qui va faire de l'importation d'un software ou SaaS, eh ben, pareil, va payer des impôts. Si c'est un utilisateur final, OK, pas d'impôt. Je passe ma carte bancaire, que ce soit une société ou ou individuel, je parle de ma carte bancaire pour pouvoir avoir accès directement à un produit, software ou SaaS, pas d'impôt. Par contre, à partir du moment où je vais commercialiser au Brésil un software ou un SaaS qui vient de l'étranger, donc je paye à mon fournisseur français qui est le développeur du software ou du software as a service et que je revends cela au Brésil, dans ces cas-là, je paye des taxes à l'importation et de nouveau, je vais avoir des taxes aussi à la revente. Donc c'est aussi assez taxé. C'est juste qu'il faut le savoir, mais c'est pour ça qu'en fait, votre software sera revendu plus cher au Brésil que ce qu'il l'est en France parce que bah, y a des taxes qui s'appliquent dessus. Mais c'est pareil pour tout le monde. Donc, voilà. Impôt à la revente de marchandises. Donc, comme j'expliquais, hein, au Brésil, on a des impôts qui s'appliquent à la revente et c'est les mêmes impôts que l'on paye lorsque l'on achète un produit. On achète un produit, on paye IPI, PIS, COFINS et ICMS. Et quand on revend, de nouveau, on applique ces impôts-là avec le système de crédit-débit dont je parlais plus tôt. Mais il y a une petite complexité supérieure, c'est qu'on est dans un pays qui est très grand. Et donc, on a plusieurs États. Et donc, ils ont créé une variation du pourcentage de l'ICMS en fonction de l'État dans lequel on vend. Donc, le Brésil a été divisé en régions. Et en fonction de la région d'origine et la région de destination, on a un pourcentage d'ICMS qui varie de 7, enfin, où c'est le taux plein, où c'est 7, où c'est 12,
Et quand on parle d'un produit importé, on est à 4% d'ICMS inter-État. Alors, ça peut sembler une aubaine, on se dit, ah, bah, c'est super, on a un taux moins élevé quand on a un produit importé. 4%. Oui, mais en réalité, il y a une compensation de cet impôt d'ICMS qui se fait dans l'état de destination. Donc c'est là où c'est un peu complexe le Brésil, et c'est pour ça que la question d'études de positionnement prix et de pricing est super essentielle au Brésil pour bien comprendre quel va être le coût de revente de son produit final en pointe, en bout de chaîne. Et non pas seulement le landed cost import, mais son prix de revente en bout de chaîne. Voilà, je ne vais pas rentrer plus dans le détail parce que c'est un peu compliqué, il faudrait faire une session fiscale, mais bon, je vous invite à rentrer en contact avec moi s'il y en a qui sont intéressés. Un autre point qui est très important, c'est le type de vente qui existe au Brésil. On a la vente pour revente, la vente pour industrialisation et la vente pour consommation et utilisation. J'ai oublié un O à consommation. Trois types de ventes, et ça, elles ont vraiment un impact. Donc, je parle d'un importateur, distributeur qui importe et revend, ou d'une filiale ou d'une société que vous rachetez et qui va avoir cette activité d'importer et de revendre. En fonction de la revente, eh bien, la typologie de revente va aussi avoir un impact sur le fameux ICMS. Des pourcentages qui vont varier, une part d'impôt qui va être assumée par l'acheteur, une part d'impôt qui va être assumée par le vendeur. Donc c'est un peu complexe, mais tout fait sens dans le sens où c'est cohérent. C'est un peu plus complexe, mais c'est cohérent. Donc une fois que l'on s'est un peu plongé dedans, on essaie de comprendre comment ça fonctionne. Tout est relativement cohérent. C'est juste que c'est une complexité qui n'existe pas en France ou en Europe, parce que le Brésil doit être appréhendé pratiquement comme si c'était l'Europe. Donc cette complexité n'existe pas vraiment en Europe. C'est un peu plus poussé au Brésil, mais par contre, tout est cohérent. Voilà, c'était le message que je voulais passer. Stratégie de réduction de coûts de son coût rendu Brésil. Il me reste à peu près 10 minutes, hein, et je termine pour que tout le monde soit au clair. Ex-tarifario. Alors, ex-tarifario, c'est très intéressant. Ça permet, c'est une concession tarifaire. On fait une demande auprès des douanes et ça nous permet de réduire l'impôt d'importation, qui est le seul impôt impactant à l'importation, à zéro. Il faut, pour avoir un ex-tarifario, avoir une technologie ou une technologie, que ce soit une machine ou un équipement, généralement, parce qu'il faut que ça soit un bien d'équipement, ça s'appelait ça comme ça, ou BIT, un bien d'informatique, d'information ou de télécommunication, qui n'existe pas au Brésil. Si on a un produit qui n'est pas fabriqué au Brésil, on peut faire une demande ex-tarifario et réduire son impôt d'importation à zéro. Ça, c'est très intéressant. Vous pouvez demander à la Chambre de commerce si le produit est éligible ou à Novatrade et on vous dira si le produit est éligible ou pas au ex-tarifario. Ce ex-tarifario peut être demandé par n'importe qui et il permet derrière que ce produit bien spécifique ait 0% d'impôt d'importation. Très intéressant. Trading company. Trading company, ce sont des sociétés intermédiaires, ce qu'on appelle des importers of record ou trading company, qui sont placés dans des États qui proposent une réduction de l'ICMS. Alors, c'est un peu compliqué, mais l'idée, c'est que normalement, on a un taux d'ICMS à l'import au Brésil qui est à peu près de 18%, de manière générale un peu partout au Brésil. Il y a certains États qui disent, OK, si vous importez via mon État, avec une société importatrice, trading company, dans mon État, cette trading company ne va pas payer d'ICMS. Elle va le payer qu'au moment de la revente, mais pas au moment de l'import. Et donc, en fait, ça permet, en utilisant des trading companies, d'importer en décalant le coût de la trésorerie, le coût de l'ICMS. Au lieu de l'avoir au moment de l'importation, on va le décaler au moment de la revente. Ce n'est pas forcément un gain final, une réduction d'impôt au final, comme beaucoup s'amusent à le dire. C'est un décalage du montant d'ICMS payé qui est assez élevé, un décalage de trésor. Et donc, c'est très intéressant dans certains cas de figure, notamment pour des industries. Donc ça, il faut creuser un petit peu plus, mais c'est vraiment se poser la question.
Ah, est-ce que dans mon cas de figure à moi, l'utilisation d'une trading company par rapport à mon cheminement fiscal de stratégie de, de développement au Brésil, est-ce que la trading company, elle est pertinente ou pas? Dans certains cas de figure, oui. Dans d'autres cas de figure, non. Ensuite, entrepôt sous douane, j'en ai parlé un petit peu plus tôt. Entrepôt sous douane, port sec, bonded warehouse, c'est utilisé dans le monde entier. Le concept, c'est quoi? On a une marchandise qui arrive au port ou à l'aéroport, et elle est transférée dans un port sec, un entrepôt sous douane, qui n'est pas dans la zone portuaire ou aéroportuaire, et on peut avoir un stock avancé de marchandises dans cet entrepôt sous douane. Cela permet, et une fois que les produits sont dans cet entrepôt sous douane, les produits peuvent être dédouanés au compte-gouttes, au fur et à mesure des ventes. Nous, chez Novatrade, nous utilisons beaucoup les entrepôts sous douane pour préserver notre trésorerie. On envoie un container complet et derrière, on dédouane en 5-6 fois. Ce qui nous permet d'avoir une très bonne dilution, une optimisation logistique. Ça nous permet de dédouaner en 5-6 fois, donc on ne va payer les impôts d'importation qu'en 5-6 fois, en 2, 3, 4 mois. Et donc, du coup, on préserve notre trésor et on ne va dédouaner que qu'on a déjà revendu. On dédouane un premier lot, on le vend. Quand on a reçu les sous, on dédouane un deuxième lot et ainsi de suite. Donc ça, c'est très intéressant. C'est intéressant aussi dans une approche marché, puisque l'entrepôt sous douane, plusieurs importateurs-distributeurs peuvent dédouaner des produits de l'entrepôt sous douane. Donc on peut importer les produits sous entrepôt sous douane et derrière les revendre à plusieurs importateurs-distributeurs. Donc on peut très bien se dire, je vais importer un container complet et une partie est revendue à un distributeur dans le nord du Brésil, une partie est revendue à un distributeur dans le sud du Brésil, et puis le reste, c'est ma filiale à moi qui est à São Paulo, puisque c'est le gros marché où je vais avoir le contrôle, qui est revendue à São Paulo et dédouanée à São Paulo. Donc cela permet d'avoir des stocks et des dédouanements partiels. Impact de la taille du Brésil sur la distribution. Alors encore une fois, il faut appréhender le Brésil comme un continent, comme plusieurs pays. On voit ici sur ce slide la taille que fait la France par rapport au Brésil. Et donc, et on voit aussi dans cette carte des villes qui ont plus d'1 million d'habitants. C'est énorme. Donc, on se rend compte que on ne peut pas approcher le Brésil comme un pays. Il faut approcher le Brésil pratiquement avec une vision par État. Et en fait, un État pratiquement se suffit à lui-même. L'État de São Paulo, c'est plus gros que le Chili. Donc, on doit absolument appréhender le Brésil comme plusieurs États. Voilà, je vais aujourd'hui m'attaquer à l'État de São Paulo. Derrière, je m'attaquerai peut-être au nord-est du Brésil. Puis ensuite, j'irai m'attaquer au sud du Brésil. Vraiment important de bien considérer cela. Et parce que les distances sont très grandes également. Alors, les distances sont très grandes et du coup, ça présente des défis logistiques. Alors, le pays est très grand, les infrastructures, les routes ne sont pas les mêmes partout. On a un très gros, une très grosse majorité des transports qui se font par route au Brésil. Presque pas de chemin de fer, que pour les matières premières, mais pas pour les marchandises, pas pour les machines, les équipements, les spare parts. Tout se fait par route, un petit peu par aérien, mais c'est très cher parce que c'est très grand, donc le kérosène fatalement est cher. Donc ça se fait beaucoup par route. La taille continentale du Brésil a un impact, c'est qu'il faut avoir un suivi énorme. On n'a pratiquement pas de transporteurs qui ont une amplitude nationale. Donc on est obligé de travailler avec des transporteurs spécialisés dans les têtes de Sao Paulo, un autre transporteur dans le sud, un autre transporteur dans le nord. Donc ça veut dire un suivi, plusieurs contrats de transport et des délais évidemment qui sont longs. Et après, fatalement, un coût de distribution très élevé, parce qu'évidemment, on importe à São Paulo, si on doit vendre à Belém, à Manaus ou à Fortaleza, c'est des villes qui sont à plus de 2000 km, forcément, c'est cher. Donc d'où l'approche de se dire qu'on peut approcher le Brésil par région et par distributeurs régionaux, ou alors par sous-distributeurs, puisque le Brésil étant tellement grand qu'il est parfois recommandé de se dire, OK, je vais avoir un master importateur qui sera peut-être mon distributeur sur São Paulo, mais il faut absolument que je considère que je vais avoir des sous-distributeurs régionaux.
Et ça, on le voit très souvent. Quand on veut avoir un produit qui est vendu à l'échelle nationale, impossible de faire ça tout seul. Et même des gros groupes comme Procter Gamble, Unilever au Brésil, euh, ils ne font pas tout seul. Ils fabriquent eux-mêmes. Ils ont quelques grands comptes qui bossent en direct parce que ces grands comptes ont des CD, donc ils arrivent à livrer ces CD. Cependant, le reste est fait via des distributeurs régionaux. Et ces distributeurs régionaux, eux, ont une capillarité régionale. Et ça, c'est vraiment très important aussi dans l'approche du marché de se dire, OK, je vais avoir un importateur master ou ma filiale qui va revendre à des distributeurs régionaux, qui va derrière revendre aux pharmacies locales, aux supermarchés locaux, aux parfumeries locales. Et donc, cette chaîne fiscale, elle a un impact, il faut bien le considérer au moment de mettre en place son réseau de distribution, puisque ça va avoir un impact sur la tarification. Évidemment, plus on met d'intermédiaires, moins on a de marge. Mais plus on met d'intermédiaires, plus on a la chance de réussir à atteindre des petits supermarchés, et des petites pharmacies locales. Quand je prends l'exemple de retail, grande distribution et pharmacie. Le Brésil, diversité régionale, extrêmement important de considérer ça. On est un pays continent, il y a diverses cultures fortes et réelles au Brésil, et on n'aborde pas un nordestino avec un Rio Grande do Sul, une personne du sud, ou quelqu'un de São Paulo ou de l'intérieur vers l'Amazonie. C'est pas du tout la même approche en termes de communication, en termes de marketing, en termes de discours commercial. Donc il faut bien considérer cela. Et donc c'est là aussi d'où l'importance de se dire d'avoir plusieurs partenaires et distributeurs dans le Brésil pour pouvoir vendre au niveau national. Euh, J'aborde rapidement quelques success cases d'expansion de sociétés étrangères qui se sont développées au Brésil via Novatrade, puisque c'est les cas que je connais, les sociétés que j'accompagnais, c'est via Novatrade. Mais l'idée ici, c'est de pouvoir présenter quel est le besoin initial d'une société, comment elle s'y est prise, pour pouvoir illustrer comment on peut se développer sur le marché brésilien. Alors, Hygienia, société américaine, qui avait un gros distributeur au Brésil, mais ils arrivaient un petit peu au bout avec ce gros distributeur, c'est-à-dire qu'ils considéraient que le distributeur stagnait depuis plusieurs années, alors que leur marque et leur produit ont un potentiel qu'ils estimaient à 6 ou 7 fois plus gros que ce que le distributeur faisait. Et ce distributeur ne prenait pas la peine de mettre en place des sous-distributeurs régionaux, d'augmenter plus de commerciaux, mettre en place une équipe commerciale avec des représentants aussi dans différents États. Donc, ils ont décidé de reprendre la main. Pour cela, l'idée était de reprendre la main sur le distributeur, mais en montant une filiale. Mais pour ne pas perdre de temps, leur objectif est rapide, ils ont dit, OK, on va utiliser Novatrade comme un pont sur une période de 1 an pour pouvoir importer, mettre un stock de place à température contrôlée, faire la gestion des imports, gestion financière et comptable des ventes, et commencer à mettre en place notre filiale au Brésil. Donc, Novatrade a pris le relais temporairement, importer, revendre, distribuer. On a commencé à faire les cadastres auprès des différents clients et à monter l'équipe commerciale de Hygienia au départ au Brésil. Donc leur directeur commercial et puis les différents commerciaux, de manière à pouvoir commencer à travailler sur la partie commerce et reprendre la main sur les grands comptes, les grands clients. Et petit à petit, on a mis en place l'équipe opérationnelle et ensuite, Hygienia a repris la main sur sa filiale. C'était une manière assez soft. En 12 mois, ça a été relativement rapide, mais de pouvoir ouvrir une filiale et de ne pas faire face aux difficultés cours d'apprentissage du Brésil. Et donc Scott, très intéressant, Scott Matthews, qui est notre principal contact, disait We don't know what we don't know. Et donc je pense que ça, c'était vraiment leur thème principal. On s'entoure parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et donc du coup, grâce à ça, on va éviter de faire des erreurs. Un autre cas de figure, c'est Taurus. Ça peut être le cas de figure de beaucoup d'industries françaises. Taurus, c'est une société industrielle du UK, vend des grosses machines-outils au Brésil pour les industries qui font des canettes. Donc
évidemment, Ambev et les grosses industries savent importer des produits, donc ont importé en direct les machines. Mais pour pouvoir être performant sur le Brésil, après avoir vendu quelques machines, Taurus avait absolument besoin d'avoir un stock avancé de pièces détachées au Brésil pour pouvoir faire de la maintenance préventive, de la maintenance corrective et économiser des coûts. Parce que jusqu'à présent, ils envoyaient des ingénieurs du UK vers le Brésil à chaque fois qu'il y avait un problème et des pièces à importer à chaque fois et ça coûtait trop cher. Donc l'idée de maintenir un stock avancé de pièces au Brésil avec des employés. On a 3 employés chez Novatrade qui travaillent pour le compte de Taurus. Voilà, l'idée est de pouvoir se dire, on a un stock avancé, on a une présence locale, et un jour, évidemment, ils vont reprendre la main une filiale ou racheter éventuellement une société. Ils sont dans le cas de figure d'analyse entre les deux. Baptiste, bon là on part sur du retail. Baptiste, c'est le numéro 1 mondial de shampoing sec. Ils ont essayé de se lancer au Brésil il y a quelques années, ça a été un petit peu difficile. Ils sont repartis et cette fois-ci, ils ont décidé de rentrer sur le marché brésilien en utilisant Novatrade pour tout le back-office et l'opération, vraiment ça, et la partie réglementaire pour pouvoir focaliser sur core business. Core business, c'est marketing digital, acquérir des parts de marché, développer le réseau de distribution, donc focus sur la vente et non pas sur la partie back financière. Et l'objectif de Baptiste c'est d'arriver à plusieurs millions de dollars de chiffre d'affaires avec Baptiste, puisque c'est un produit qui, au niveau mondial, facture plus de 2 milliards de dollars. Et donc le Brésil, qui est un gros pays du monde de la beauté et de la cosmétique, a un fort potentiel. Voilà, donc ça, c'était quelques success case Novatrade pour illustrer un petit peu la manière dont on peut approcher le marché brésilien. Et ce que je voulais dire parmi ça, c'est que c'est important d'être bien accompagné au départ au Brésil. La Chambre de commerce a un très bon réseau de partenaires. La Chambre de commerce propose elle-même quelques prestations via des partenaires. Business France, des avocats, des comptables. Il faut bien s'entourer pour pouvoir bien démarrer. Et en fait, c'est un investissement. Il faut le voir comme un investissement plutôt que comme un coût. Et le Brésil est un très beau marché, un très gros marché en, en phase d'être la 8e économie mondiale. Donc, il y a de quoi faire. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que c'est clair et on peut partir sur une session de questions-réponses. Je vous laisse mes contacts pour ceux qui sont intéressés. Alors, questions-réponses. J'ai une première question de Clément Goyon à 10 heures à l'instant. Bonjour, est-il plus intéressant de passer par une zone de stockage propre dans des zones franches commerciales, comme à Santos ou à São Paulo, ou plutôt passer par une importation directe aux distributeurs? Alors, ça va vraiment dépendre, de la stratégie d'approche du marché. Et c'est là où il faut peut-être se poser, faire une étude. Voilà, quelles sont les manières que j'aurais d'aborder le marché? Est-ce que c'est plus intéressant de travailler avec un importateur, distributeur, parce que lui, dans mon secteur d'activité, ça va être très difficile d'aller vendre directement aux clients finaux. Donc, il faut vraiment que je puisse bénéficier de ce réseau qu'un un importateur-distributeur, même si je lui laisse une marge au passage. À l'inverse, on peut se dire, OK, j'ai des produits, je pense que je vais être capable, j'ai déjà des demandes de temps en temps qui rentrent directement par email, j'ai participé à des salons internationaux où je pourrais participer à des salons, je pense que je suis capable de faire des ventes en direct. Peut-être que je vais mettre un VE, peut-être que je vais mettre un représentant ou un employer of record, un ingénieur commercial, et en mettant mes produits dans un entrepôt sous douane, j'arriverai à faire des ventes en direct à mes clients finaux. Mes clients finaux, ils sont assez gros, ils ont tous des permis d'importer des radars, je le sais. Donc, pourquoi mettre un importateur au milieu? Nous, on a 2 cas de figure chez Novatrade. Hein. On a vraiment des clients qui utilisent notre structure comme leur structure d'importation et ils ont mis 2 ingénieurs technico-commerciaux qui font du commercial, comme le ferait un distributeur, pour pouvoir vraiment vendre. Et puis, on a d'autres qui ont mis les produits en entrepôt sous douane et ils font de la vente directement via les salons, parce que ça part tout seul. Donc, ça dépend un peu de l'approche.
mais on peut en discuter, hein. Et ce qui est important, c'est de étudier un petit peu le secteur et comprendre le go-to-market, comment on peut y aller. L'option de l'entrepôt sous douane, zone franche, est vraiment intéressante. Alors, dans le chat, j'ai d'autres questions. Hmm. Est-ce que le webinaire est enregistré? Et je ne saurais pas dire. Ça, c'est Muriel qui pose la question. Et je crois que... Ah oui, Rosangela a répondu juste là-dessus. Oui, il est enregistré, très bien. Syscomex. Alors, qu'est-ce que c'est que le Syscomex? Le Syscomex, c'est le système informatique des douanes. C'est le système auquel n'importe quel importateur doit s'enregistrer pour pouvoir devenir importateur. Et c'est le fameux permis d'importer qu'on appelle radar. Et donc, une fois qu'on a son permis d'importer son radar, on a un accès au Syscomex. Et c'est là que l'on peut communiquer aux douanes l'ensemble des informations de l'importation que l'on a. Je voudrais des informations pour pouvoir proposer mes avis. LI. LI, c'est licence d'importation. Je suis peut-être passé un peu vite. Alors, je réexplique. Quand on a des produits enregistrés au Brésil auprès de certains organismes comme Anvisa, comme Mappa, Inmetro, Anatel, on doit enregistrer son produit premièrement au Brésil. Ça, c'est seulement une société brésilienne qui peut le faire. Donc, ça sera ou votre filiale, ou, ou votre importateur, ou des sociétés de hosting qui font de l'enregistrement de produits. Nous sommes nous-mêmes hosting pour quelques clients. On fait les enregistrements qu'il faut être une société brésilienne. Donc ça, c'est l'enregistrement du produit. Mais une fois que le produit est enregistré, à chaque importation, on doit faire une demande de licence d'importation. Et cette licence d'importation, on doit dire, voilà, sur cette importation-là, voilà le numéro de lot, voilà le numéro de série, voilà les dates de validité. On met exactement les quantités des produits enregistrés que l'on va importer. Et donc, et c'est là qu'on fait une licence d'importation. Elle doit être faite à chacune des importations. Continue, hein. Qu'en est-il des secteurs d'activité suivants? Plateformes numériques de médias et plateformes de production audiovisuelle. Sont-ils des marchés porteurs? Oui, 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 vraiment porteurs. Ça, c'est certain. Le Brésil est dans une phase de transformation numérique et digitale. Il y a des vraies opportunités, honnêtement, au Brésil. Production audiovisuelle, je ne sais pas. En tout cas, le Brésil est un gros pays de la production audiovisuelle et qui a une production, une consommation interne qui pratiquement se suffit à lui-même. Donc, peut-être que oui, il y aurait des opportunités. Euh, et les plateformes, ouais, le secteur d'activité numérique et médias, ça, sur le Brésil, il y a des vraies opportunités dans ce marché-là. Ensuite, une question de Isana. Le régime ex-tarifario permet une exonération totale de la taxe d'importation seulement pour les machines industrielles qui n'existent pas au Brésil. Oui, le ex-tarifario ne fonctionne que pour des technologies ou des équipements, ou des machines-outils ou des outils qui ne sont pas fabriqués au Brésil. Mais c'est pas si compliqué de monter un dossier, de prouver qu'on a un produit différenciant qui n'existe pas au Brésil. Donc, on a fait, par exemple, des ex-tarifarios pour des imprimantes. On pourrait dire, ah bon, bah, il y a plein de producteurs, fabricants d'imprimantes au Brésil. Oui, c'est vrai, mais ces imprimantes-là, elles avaient un débit un peu plus élevé que les autres, elles avaient une capacité de couleurs et de mélange de couleurs un petit peu différenciante par rapport à ce qu'ils faisaient sur le marché brésilien. Donc, c'est une technologie qui n'existe pas au Brésil, donc on peut faire le ex-tarifario. Donc l'ex-tarifario, réellement, assez facilement, on peut l'obtenir. Je vous invite vraiment à vous rapprocher de Nathalie Macaire de la Chambre de commerce pour demander si votre produit est éligible ou auprès de moi-même, et on vous dira gratuitement si le produit est éligible ou pas à un ex-tarifario. Ben, pour l'instant, je pense que j'ai fait à peu près le tour des questions. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions.
pense avoir fait le tour des questions. J'ai d'autres questions qui sont apparues. Nous sommes basés à São Paulo et à Santa Catarina, où il y a un bénéfice fiscal. Pourquoi Santa Catarina? Parce que dans certains cas de figure, encore une fois, eh bien, on utilise Santa Catarina pour une question d'économie de flux de trésorerie, CMS. Mais nos bureaux sont à São Paulo. Avez-vous des connaissances sur le marché de l'ameublement, et particulièrement dans les meubles de salle de bain? On a pas mal de connaissances dans les meubles. Pas forcément meubles de salle de bain, mais dans le secteur des meubles, oui. On peut en discuter, Valentin. Merci Jean-Pierre, merci Swally. Merci Priscilla. Bon, bah, je pense qu'on a terminé. Enchanté et à très bientôt.